On va commencer. Oui, le micro fonctionne très bien. Bien, écoutez, je suis très heureux d'être ici pour vous présenter une histoire que tout PSP, en fait, tout Payment Service Provider rêve de raconter. Euh, une relation longue entre son client, qui plus est une vraie success story, Made.com, et qui s'est appuyé vraiment sur la longévité de ce partenariat dans un contexte vraiment de croissance très importante en général pour Made, et aussi dans un contexte de changement dans les paiements constants depuis de longues années, qui donc a forcé notre partenariat à évoluer constamment. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter l'histoire de ce partenariat qu'on a qualifié de partenariat au long cours. Et donc, je suis... Non ? Ça vient. Tac. Évidemment, ça ne marche pas. Voilà. Donc, je suis Ludovic Houry. Je suis le CEO d'Alenis et je voulais vous présenter Philippe Chénieux. Bonjour, bonjour. Qui est le CEO de Make.com. Donc c'est nous qui allons vous parler aujourd'hui de cette histoire formidable. Et on va d'ailleurs commencer par demander à Philippe de nous raconter un petit peu Made. Bien, écoutez, bonjour à vous tous, merci d'être là. Moi, je suis très heureux d'être ici parce que en fait, il y a peu d'histoires et peu de partenariats qui ont été aussi longs, en particulier dans le monde du e-commerce. On a commencé à travailler avec Dalenis en 2013 ou 2012. À l'époque, Made a été une toute petite société qui a démarré dans un KGB au fond d'une salle. Et donc, on a eu la confiance à l'époque de Dalenis pour être notre acquéreur et notre plateforme de paiement. Il se trouve que les choses se sont très bien développées, puis je vais vous expliquer ça. Mais c'est quand même très intéressant de voir comment, dans la durée, ce partenariat s'est enrichi. Donc, Made, en quelques mots. Donc, Made, c'est une marque digitale de design. Une marque qui a démarré à Londres en 2010-2011 avec une vue assez simple, c'est que grosso modo, les offres qui sont proposées aux consommateurs, on les trouvait pas très satisfaisantes. Soit vous aviez du pas très cher mais pas très beau et pas très intéressant, ou soit vous aviez du très cher et inaccessible et qui étaient plutôt des produits designers. Donc l'idée, c'est pour nous de changer cette donne et d'offrir à nos clients des produits de qualité, des produits de designer, sans faire et des produits accessibles. Et pour ça, on a construit un modèle qui est assez innovant, en changeant beaucoup de choses dans la chaîne de valeur, en construisant une plateforme qui regroupe trois choses, des collaborations avec des designers indépendants, une plateforme technologique, donc de l'utilisation de la data, et ce qu'on appelle un modèle d'intégration verticale, à savoir que l'on design, on développe, on source, on achemine et on vend directement tous nos produits. Donc les produits que l'on vend sont des produits Made.com, designés et faits par nous. Et ça veut dire que Made est ce qu'on appelle une DNVB. On n'est pas un retailer, on est une marque qui vend ses propres produits à travers son propre canal de distribution. Donc c'est ça le concept et c'est ça qu'on a développé. Et on a eu un succès relativement immédiat en Angleterre, qu'on a supporté quelques années plus tard en France, puis en Allemagne, et maintenant on opère dans 8 pays européens. Donc au démarrage du partenariat, on faisait probablement quelques millions d'euros en 2012 ou 2013, et là on est dans un chiffre d'affaires qui avoisine les 500 millions. Donc on a pas mal avancé en peu d'années, et on vient de s'introduire en bourse en juin de cette année sur la bourse de Londres. Voilà. Comme je vous disais, pour un PSP, Made, c'est le client rêvé qu'on prend à l'état de start-up, et puis un jour qui fait 500 millions d'euros et qui est toujours avec nous. Donc c'est vraiment un partenariat génial.
Alors, Dalenis, c'est qui? Dalenis, c'est le seul PSP français, acquéreur, avec ses propres licences Visa, Mastercard, qui appartient au groupe bancaire BPCE. On a un bureau à Paris et un bureau à Amsterdam. Nous sommes français, mais nous rayonnons sur toute l'Europe, comme le prouve le partenariat avec Mate. Aujourd'hui, nous allons réaliser environ 8 milliards d'euros de flux en 2021, avec à peu près 40% de ces flux qui proviennent de l'international et une croissance annuelle entre 40 et 50%. On a inscrit 39%, mais on voit que ça continue de s'accélérer. La dernière partie de l'année se passe vraiment très très bien. Voilà. Alors donc le partenariat avec Made démarre exactement au début de Made, mais aussi en réalité au début de Dalenis. Donc c'est ça qui est très intéressant. C'est que le lancement de Made se passe simultanément, je pense, au UK et en France. Mm-hmm. Et donc, pour Dalenis, c'est le moyen de se lancer avec un client qui est heureux d'avoir un PSP qui s'adapte, sur lequel on met simplement les 3 méthodes de paiement, carte bancaire, Visa, Mastercard, et ça part. Et c'est le démarrage des affaires. Tu te souviens de cette époque, je suppose ? Ah bah, je me souviens quand on appuyait sur le bouton, quand on a reçu la première commande. Et donc c'était difficile de dire, il y a une vraie personne qui a commandé un premier meuble chez nous, ce qui était à l'époque relativement osé d'imaginer qu'on puisse vendre des canapés en ligne en début 2010. Donc c'était aussi très osé pour un partenaire comme ça de dire ça va marcher. Parce qu'il faut savoir que depuis longtemps, bien avant cette époque-là, la vente de meubles sur Internet fait partie des activités les plus risquées dans notre profession. Pour une raison bien simple, vous prenez une commande et vous allez être livré plus tard, bien plus tard parfois, et que donc pendant ce laps de temps, il peut se passer beaucoup de choses. Le canapé ne peut jamais arriver. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, le risque financier est important. D'où l'intérêt d'avoir un partenariat très proche sur ce type d'industrie. Et donc, la clé de la réussite d'un partenariat comme celui-là, c'est vraiment de faire en sorte que les équipes travaillent bien ensemble, que l'on soit sur un partenariat d'expertise, c'est-à-dire que les gens se posent les bonnes questions au bon moment. Donc, beaucoup de pilotage, beaucoup de business review, et surtout accompagner la croissance, les nouveaux pays et les nouveaux moyens de paiement quand c'est nécessaire. Et donc, ce que l'on sait, c'est qu'en 2014, tu décolles, Made décolle. Et qu'en 2015, on ouvre la Belgique ensemble. Petit pays, mais grand par la culture. Oui, et puis en fait, c'était les premiers éléments de l'internationalisation. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de paiement? Ça veut dire qu'il faut adapter ces modes de paiement à chacun des pays. Et donc toute la partie risque, la partie marketing liée à ces moyens de paiement pour s'adapter à la façon dont les gens veulent commander des choses dans chacun des pays est absolument importante. Donc en tant que commerçant, il est hors de question qu'on fasse l'intégration de chacun de ces moyens de paiement tout seul. Et donc il faut bien qu'on aille chercher quelqu'un qui ait cette compétence et qui nous offre une API unique pour pouvoir couvrir l'ensemble des moyens de paiement dont on a besoin. Et donc voilà. Et donc je pense que vous avez construit en même temps que nos besoins l'intégration de ces nouveaux moyens de paiement. Donc la Belgique a un cas particulier. On pourra parler de la Hollande qui est un cas particulier. L'Allemagne est encore, comme toujours, un cas particulier, etc., etc. Donc ça nécessite d'avoir un vrai partenaire qui vous accompagne là-dessus. Et justement, les 3 années suivantes, tu poursuis la croissance au travers de l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse, ça ne s'arrête pas, avec toujours beaucoup de succès. Et nous mettons en place les méthodes de paiement adéquates pour ces pays-là, iDeal, Giropay, Bancontact, etc. Et donc cette croissance commune se passe vraiment bien. En 2019, le monde, les attentes des consommateurs commencent à évoluer.
puisque commence à évoluer. Et en même temps, des offres commencent à évoluer, des offres de ce qu'on appelle Buy Now, Pay Later, ou le 3-4 fois, sont lancés. Dalenis, à cette époque-là, a un partenariat avec Honey, qu'on propose à Made qu'il accepte. Et donc, cette méthode de paiement est mise en place avec un certain succès. Je dois dire que depuis, Honey appartient au groupe BPCE, donc ils sont rentrés dans le giron, donc ça fait partie de la famille, en tout cas à 51%. Je dis ça parce que Rami est derrière. Il ne serait pas content que je dise ça fait uniquement partie du groupe BPCE. Ça fait 49% qui appartiennent toujours à la famille Muliez. Et en 2020, c'est une grande année de rencontre pour Philippe et moi. Voilà. Parce que c'est, comme évidemment vous vous en souvenez, ça a été une année très très particulière, 2020. L'année démarrait sur les chapeaux de roue pour tout le monde, et pour nous, nous deux en particulier. Et puis la crise du Covid a démarré, et là, l'inconnu, c'est l'inconnu pour tout le monde en fait. Et pour nous, c'est des angoisses importantes par rapport à la solidité de nos clients. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et donc, on a besoin d'être rassuré. Et donc, on prend la décision de se parler d'une manière au moins hebdomadaire. Et on se dit qu'il faut que l'on soit dans la transparence. Et vraiment, je te remercie parce que tu l'as tout de suite compris, en réalité. Ce n'était pas évident, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. Et donc, on a commencé à avoir ce dialogue récurrent pendant des semaines qui nous a permis je pense, de votre côté, de continuer à faire des affaires et de notre côté, de gérer le stress de nos gens du risque. Ouais. Enfin, c'est la raison principale pour laquelle j'ai accepté ton invitation, c'est de vous parler de cette période-là et de vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi ce partenariat a beaucoup de sens pour nous. Quand vous repositionnez il y a 18 mois, donc la crise arrive, finalement il y a une insécurité sur les business qui sont hyper importantes et ceux qui ne seront pas suffisamment financés, s'ils n'ont pas les reins suffisamment solides, peuvent partir à l'eau, enfin on ne sait pas où on va. Et en plus de ça, l'activité du meuble, comme tu l'as signalé, c'est une activité du meuble qui d'un point de vue du paiement est un peu plus risquée parce que le risque, nous prenons l'argent de nos clients et ils sont livrés plus tard. Et pendant cette période-là, les intermédiaires de paiement portent le risque. Donc, Dalenis s'est retrouvé dans cette situation. Est-ce que Mail.com est une société suffisamment sérieuse, financée, solide, pour qu'on puisse porter le risque de cet encours, et qui était relativement large? Et à quelles conditions, la question que vous êtes posée, on va continuer à les supporter. Et nous, dans le même temps, toutes les plateformes américaines, et c'est ça que je voudrais que vous compreniez, toutes les plateformes américaines avec qui on était en discussion ont renvoyé à l'ensemble de leurs clients des nouvelles conditions générales de vente en disant, parce que les choses ont changé, on vous change là, ce qu'on appelle la réserve, et on la passe de tant de jours à tant de jours, et c'est pour tout le monde pareil. Et donc ça a mis beaucoup de sociétés dans une difficulté extrêmement importante. Donc on se trouve dans une situation où, finalement, nous, on a de la chance de pouvoir contacter directement le CEO, notre partenaire, et d'avoir une discussion. Parce que dans l'autre cas, dans le cas alternatif, avoir une plateforme américaine gérée à perpète, on aurait eu un mail en disant, ben voilà, les conditions changent et vous n'avez pas le choix. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a eu à travers une plateforme qu'on a bien connue. Donc on a... finalement, parce qu'on avait construit cette relation, on s'est retrouvé dans une situation où on a dû prendre une décision de savoir, oui ou non, est-ce que Dalenis nous supportait pendant une période qui restait à déterminer, et nous, quelle était la visibilité et le niveau de transparence qu'on leur accordait pour leur donner le confort nécessaire pour nous supporter. Et c'était une condition super importante, parce qu'encore une fois, le niveau d'insécurité, le niveau d'incertitude, et ça durait quasiment 2 mois, personne n'avait aucune idée de la façon dont les choses allaient se développer, si les clients allaient continuer à commander, si les clients allaient recevoir les produits qu'ils avaient déjà commandés, puisqu'on était en situation de lockdown.
Donc si tout le monde dit non, je ne veux recevoir aucun des produits que j'ai commandés, vous allez me rembourser. Donc on était dans le pire des scénarios. Et on ne savait pas si c'était ces scénarios-là ou pas. Et là, on s'est parlé un peu les yeux dans les yeux, alors à travers Zoom, c'est peut-être pas super facile, mais en fait on s'est parlé. Voilà, je t'ai dit exactement que la situation telle qu'elle était, notre situation de cash. On se parlait toutes les semaines pendant 2 mois. Et moi, je lui faisais un reporting, comme je le fais un reporting à mes actionnaires, en vérité, pour confirmer que la trajectoire sur laquelle je pensais qu'on serait allait être validée. Et en fait, ça a été bien mieux que ce qu'on avait espéré. Le worst case scénario était, on l'a jamais touché. En fait, tu as été jusqu'à m'expliquer les logistiques, les délais de logistique, les difficultés éventuelles rencontrées dans certains pays. Et donc moi, ça m'a aidé à être crédible auprès de mes chefs, auprès du risque de la banque, pour défendre un petit peu ce cas, pour rassurer, puisqu'il fallait rassurer en permanence, donc c'était vraiment bien. Voilà, donc ce que je voulais, moi c'était l'élément, j'en parle assez avec un petit peu un brin d'émotion, parce que c'était compliqué, c'était une période compliquée, et les changements de conditions que Dalenis aurait pu nous apporter auraient changé les conditions dans lesquelles on aurait pu acheter du stock, dans lesquelles on aurait pu anticiper les choses, etc. Enfin, on essayait de gérer une équation qui avait plein d'inconnus, dont on ne connaissait pas forcément le résultat dont on cherchait. Et il y avait un gros élément qui était notre capacité à continuer à pouvoir trader en ayant une plateforme qui nous accepte, quoi. Donc c'était, sans ça, il n'y avait plus rien. Et donc, quand on a fait de notre côté à cette période-là l'analyse des risques, probablement la plateforme de paiement était un des tout premiers, au regard de ce qu'on avait compris, quelles étaient les conditions qui étaient apportées par les grandes plateformes internationales. Donc voilà, c'est un message que je voulais vous faire passer, qui était structurant pour Made pendant cette période-là. Alors, au-delà de tout ce que tu vas raconter, qui est la collaboration entre les équipes techniques, au-delà le fait qu'on se connaisse, au-delà le fait qu'il y a un bon niveau de communication et que j'ai l'impression qu'on est toujours en anticipation des évolutions qui ont été ultra nombreuses. Il y a eu un point qui a scellé d'une certaine façon la solidité de ce que l'on fait ensemble, c'est est-ce qu'on est capable de se faire confiance au moment où on en a besoin. Et ce moment-là, c'était en mars-avril 2020. Voilà. Donc je voulais que vous ayez cette perspective-là en tête. Et donc, toujours en anticipation, en 2021, donc cette année, il se passe quelque chose aussi de très important dans notre industrie, qui est le déploiement de ce qu'on appelle la DSP2, ou pour nous, dans les acteurs de paiement, plus exactement le 3DSV2, qui a en fait complètement renversé la table de la situation des acteurs du paiement, que ce soit les commerçants ou les PSP, puisque dorénavant, le pouvoir de choisir de faire une authentification n'est plus chez le commerçant, mais chez l'émetteur de cartes. Et la conséquence de ce changement, c'est que les émetteurs de cartes peuvent décider d'émettre un grand nombre de demandes d'authentification sur beaucoup plus de transactions que par le passé, et donc mettre en danger l'activité des commerçants, tout simplement parce que plus vous rajoutez de friction, c'est ce qu'on dit, de friction sur une transaction de paiement, plus il y a un risque que la transaction soit interrompue, par exemple, ou qu'il y a un problème technique. Il peut se passer plein de choses. Plus la transaction va prendre du temps, plus on prend le risque. Et donc, chez Dalenis, c'est devenu le sujet principal. Et donc, on accompagne tous nos clients d'une manière très très proche dans cette évolution, pour leur permettre de maintenir des niveaux de performance très importants. On a lancé un produit tout à fait singulier qui s'appelle FastPass. Et donc tous les commerçants qui travaillent avec Dalenis peuvent en bénéficier, qui est très simplement, lorsque vous travaillez avec Dalenis,
vous avez accès à un tuyau privé, entre guillemets, de discussion avec BPCE, les banques populaires, les caisses d'épargne en tant qu'émetteurs de cartes. Une relation, encore une fois, de conversation se crée, de confiance se crée. Et lorsque une demande de transaction sans authentification est effectuée par un commerçant de confiance pour nous, dans un grand nombre de cas, si la gestion de la fraude de ce commerçant est maîtrisée, on va l'accepter. Et ça fait une énorme différence puisque BPCE, c'est 25% du marché français. Alors, à l'échelle de l'Europe, c'est déjà beaucoup plus petit, mais tout de même, ça représente une bonne proportion. Et en plus, ce qui est quand même très intéressant, c'est que ça donne une agilité par rapport à la gestion du 3DSV2, aussi bien pour nos clients commerçants que pour nous, PSP, très forte sur l'ensemble des transactions. Donc ça, c'est 2021, et donc on accompagne nos clients à faire cette évolution du pas d'authentification ou 3DSV1 au 3DSV2 qui, comme je vous le disais, est quand même un changement majeur. 2021, c'est aussi une année très particulière pour toi, puisque c'est l'introduction en bourse. Voilà, toutes les années sont un peu particulières, mais, mais oui, on a fait une introduction en bourse, ce qui nous permet d'avoir levé pas mal d'argent pour se développer encore plus fort et devenir un leader européen sur notre segment. Voilà, donc c'est à peu près l'histoire de ce partenariat, une histoire de proximité et de croissance entre deux sociétés qui ont démarré ensemble dans leurs univers et qui sont devant vous aujourd'hui pour vous expliquer les clés de ce succès. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Et donc, si vous avez des questions, on serait heureux d'y répondre. Je crois qu'il nous reste un petit peu de temps. Bonjour, je travaille chez Monoprix. J'ai une question. Vous parlez de la gestion des exemptions du frictionless. De par votre statut d'acquéreur, ou d'émetteur, vous pouvez être dispensé d'un montant, d'un plafond, ou est-ce que vous pouvez rester dans la DSP2 et les différents... Non, on respecte toutes les règles à la lettre. Par contre, effectivement, on a la liberté de choix d'appliquer un frictionless, puisque la règle, c'est que le commerçant demande challenge ou frictionless, et on a cette liberté de l'octroyer ou pas. Ce que je dis simplement, c'est que quand on a créé une relation de proximité avec un commerçant et qu'on a créé un système de valorisation d'une transaction, il est plus facile pour nous de faire confiance à notre partenaire et de se dire, s'il nous demande frictionless sur cette transaction, bon, a priori, il connaît son client, on va l'écouter. C'est ça l'esprit du FastPass. C'est quoi le panier... Je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais c'est combien le panier moyen À peu près 300 €. 300 €. Mm-hmm. Oui, donc on est quand même bien au-dessus de ce qui peut être accepté avec la DSP2. Ouais. D'accord. Ouais. On a toute la gamme, hein, mais donc on a implémenté chacun des paliers petit à petit depuis la fin de l'année dernière ou au début de cette année. Donc on a eu un plan de migration en fonction des paliers qui ont été donnés par le régulateur. Et donc il y a eu en effet toutes les étapes d'abord il y avait du soft decline, on est resté en 3DSV1, puis petit à petit on fait des tests, on monte, et on arrive maintenant, je pense, à la croisée des chemins où on retrouve des performances quand même supérieures en 3DSV2 maintenant sur pas mal de nos clients. Je vois que Paul et Mathieu sont parmi nous également, mais c'est ça. Hein. On est vraiment à un point de bascule, parce que les émetteurs, quand même, globalement, sont en train de monter en puissance. Ils ont une dette un peu réglementaire au 31 décembre. Donc voilà, là, on pourrait se poser la question sur l'optimisation de la performance entre 3DSV1 et V2, parce qu'on grave ça au jour le jour. On
on voit que voilà, le point de bascule, il est en train d'arriver, et que même à l'approche des fêtes de fin d'année, Oui, ça se tend. maintenant, c'est d'y aller, quoi, pour se donner un tout petit peu de mou, de latitude. D'accord. Ok. Et peut-être dernière question, vous avez confié tous vos moyens de paiement à Dalenis? C'est-à-dire, vous, par exemple, alors je sais pas, je sais pas, je connais pas, je suis pas client Med.com, mais j'ai pas vu, par exemple, PayPal. Est-ce que vous le processez en gateway ou vous êtes directement avec PayPal? Comment ça se passe? Je sais plus si c'est avec nous, PayPal, mais je crois pas que ce soit avec nous. Je sais pas. On en a pas mal, hein, on en a au moins 5. Oui, on les a En fait, montrés, on les a montrés. Daniel couvre l'ensemble de nos pays. D'accord. Alors, PayPal, je ne suis pas sûr. Moi non plus. Apple Pay, c'est un truc encore un peu particulier. Mais on va dire que l'immense majorité Oui, passe à travers la plateforme. Le chiffre que Philippe a mentionné de son chiffre d'affaires, on en fait 90% de ce chiffre. D'accord. Les offres, les ID, etc., sur la couverture européenne, les plus gros moyens de paiement, on les a plugués. Ok. Merci. Merci. Également. Oui, j'en ai parlé. On est à travers vous. Oui, donc bonjour, merci pour l'intervention. Donc moi c'est Rami Salem, anciennement au nez pendant 15 ans, donc c'est pour ça que voilà. Et je fais partie de l'écosystème de la famille Mullier. Moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre un peu votre vision Made maintenant avec l'introduction en bourse. J'imagine que vous avez un projet ambitieux. Ce que vous pouvez nous en dire, quels sont vos projets là-dessus? Est-ce qu'il y a de la RSE? Est-ce qu'il y a de l'économie circulaire là-dedans? Comment vous positionnez sur tous ces sujets-là? Il y a des acteurs comme Camif, voilà, qui ont une empreinte carbone qui est assez bien poussée. Comment vous positionnez là-dessus? Alors, c'est un particulier sur RSE ou c'est Ouais, de façon discussion générale? et... Parce que je peux prendre 1 heure pour chacun. Donc, donc, globalement, alors, juste de façon globale, hein, globalement, en fait, c'est une société qui, finalement, de façon assez particulière, ne fonctionne pas ou n'a pas un playbook comme un playbook de e-commerce, c'est-à-dire qu'on n'est pas un retailer, on n'est pas un distributeur. Hein. On est une boîte qui est une marque verticalement intégrée, on fait nos propres produits. Et déjà, ça nous met dans une case qui est très différente des e-commerçants. Et le deuxième élément qui a été aussi qui nous est spécifique, c'est qu'on a été finalement assez peu financé sur les 10 premières années. Et on a finalement cramé très peu de cash. Et on se trouvait, la raison de l'IPO, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où, avec la pandémie, le e-commerce a évidemment explosé, et en particulier tout l'univers de la maison a complètement changé. Donc la thèse sur laquelle on a travaillé, c'est que les gens achèteraient du meuble en ligne à un certain moment, et c'est en train d'arriver. Et soit on se dit, on prend le virage ou on ne prend pas. Et donc on a décidé pour une fois vraiment d'avoir un financement massif pour pouvoir prendre ce virage. Et fondamentalement pour faire quoi? Pour investir dans notre offre. Et on l'investit sur 3 thèmes particuliers. Le premier, c'est le service. On n'a pas jamais été historiquement très bon parce que le service est assez intensif en termes de capitaux. Et donc, c'est pour la première fois qu'on va avoir les capitaux pour investir dans le service. On va investir dans notre offre produit. On a une gamme qui est relativement légère. Et je pense qu'on est encore assez, entre guillemets, en retard en Europe par rapport à l'Angleterre, parce qu'on l'a lancé plus tard. Et donc la reconnaissance de notre marque, en particulier en Allemagne, est assez loin de ce que l'on a en France et en Angleterre. Donc on va faire 3 choses avec les capitaux qu'on a lancés de façon assez simple. On va investir dans le service, on va investir dans l'offre, on va investir dans notre marque. C'est ça qu'on fait. Maintenant, RSE. RSE, il y a plein de parties dans le RSE, et je vais parler plutôt de la partie sustainability, de la partie environnementale. L'idée est relativement simple en ce qui nous concerne, même si c'est très très difficile à faire. C'est que quand on regarde l'empreinte carbone d'une activité comme la nôtre, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas dans l'activité commerciale. Elle est très peu, et en fait on sait assez bien ce qu'on appelle le livre 1 et 2, alors, je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est dans la partie 3, c'est dans la partie de la supply chain que se trouve l'intensité carbone. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire court, ça veut dire qu'en vrai, le fait de faire des produits avec des matières premières, c'est ça qui dégage de l'émission carbone. Donc extraire des matières premières de la terre, de l'environnement, et d'en faire des produits, voilà. Donc la première chose que nous, on doit faire,
c'est de diminuer notre empreinte carbone dans la façon dont on fait nos produits. Et donc c'est toute la partie éco-responsable du design jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire jusqu'à la circularité, qui est le grand enjeu des sociétés comme les nôtres. Est-ce qu'on est capable de sourcer des matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement? Et ça passe par le design, number one. Donc il se trouve qu'on les fait, donc on doit être en capacité de pouvoir le gérer. Ça passe aussi par le choix des matériaux. Et comme nous, on est en direct avec les usines, on commence à leur dire voilà quels sont les matériaux que vous devez utiliser. On le fait sur le packaging, on le fait sur le cuir, sur un certain nombre de choses. Donc maintenant, on achète en direct et puis on dit aux usines vous prenez ce qu'on vous donne et vous faites avec. Et en fin de course, comme on opère nous-mêmes nos retours, on va essayer offrir à nos clients à terme la possibilité de nous renvoyer leurs produits et ça sera à nous de les reconditionner, ça sera à nous d'en faire des produits de seconde main, en tous les cas de prendre les matières premières et de pouvoir en avoir un second usage. Donc l'intégration verticale dont je vous ai parlé, finalement, dans ce cadre-là, c'est une force parce qu'il n'a pas de possibilité d'avoir le contrôle de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est là-dessus que nous, enfin le plan en tous les cas, est d'agir sur cette partie-là. Une question pour Ludovic. Du coup, Ludovic, comment Dalinis s'intègre dans cette, pas dans toute la démarche, mais globalement dans les projets à venir, enfin, de ce que tu peux nous dire? Comment vous accompagnez? Par exemple, j'imagine qu'il y a des nouveaux usages. Quand on parle service, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres choses dans le paiement. Comment ils sont ouverts? Oui, nous, franchement, le plus important pour nous, c'est d'assurer une performance dans les transactions fortes. La situation du 3DSV2 a vraiment troublé le champ de nos clients. Et nous, notre combat vraiment au quotidien, c'est de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour eux. Et pour nous d'ailleurs, forcément quand les ventes continuent de croître et qu'elles se passent bien et qu'il n'y a pas de dispute et qu'il n'y a pas de friction, on est content. Donc nous, c'est vraiment notre combat principal. On va faire en sorte de s'acclimater aussi aux nouveaux usages de paiement qui vont éclore. Par exemple, on sait très bien que la DSP2, donc 3DSV2, va engendrer des nouveaux animaux qui proviendront probablement d'ailleurs des fournisseurs historiques, Visa, Mastercard en particulier, qui vont lancer leurs propres wallets qui permettront quelque part de réduire au maximum la fraude, d'une part. Bien sûr, il y a toujours des gens qui réussissent à contourner, mais à réduire grandement la fraude puisque tout sera tokenisé. Et surtout de redonner une façon de dépenser qui soit simple, tout comme on paye avec Apple Pay. Je pense que l'exemple d'Apple Pay ou que de Google Pay, pour ceux qui connaissent, c'est un peu une des directions que tout le monde va prendre. Et il va y avoir un combat de titan, je vous l'annonce, entre Apple, Google, Visa, Mastercard, sur ce domaine-là, justement, pour éliminer ce problème de friction qu'on rencontre aujourd'hui et qui pollue la vie de nos commerçants clients et la vie des consommateurs. Et même la vie des banquiers, émetteurs de cartes, qui en subissent les conséquences. Je t'en prie. J'en profite pour rebondir. Je me demandais quels sont les KPI que vous suivez pour mesurer la performance de votre partenariat et la performance des transactions. Et peut-être de votre côté mail, quels sont les critères qui vous permettent de moi c'est simple, si j'en entends pas parler, c'est que c'est bon. Si j'ai pas de problème. Donc c'est son boulot de faire en sorte que ça arrive pas sur mon. Pour nous, c'est clairement le taux d'acceptation. Acquéreur ou acquéreur ou bien accepteur. Oui, nous, si vous voulez, on va au bout de la transaction. Ouais. Donc on cherche à savoir les transactions qui aboutissent contre celles qui n'aboutissent pas. Et c'est là où on va se battre au millimètre.
Et donc, pour nos clients, on produit des statistiques, des datas vraiment extrêmement précises dans ce domaine-là. D'ailleurs, on en fait de plus en plus. Je parlais de business review, mais il y a une demande très forte de nos clients pour expliquer le plus loin possible. On a vu des cas récemment où on nous dit « mais allez vous battre avec les émetteurs de notre part pour améliorer la performance ». Et c'est en France, mais c'est aussi en Italie, c'est en Espagne, et donc on va se battre partout. Et on profite, c'est vrai, chez Dalenis, du fait d'appartenir à un grand groupe bancaire qui nous donne quand même une voix plus importante au travers de Visa et Mastercard, bien souvent, pour aller parler avec nos confrères dans les autres pays et dénouer des problèmes. Quelquefois, on s'est aperçu que la performance était endommagée par des petits problèmes techniques à un moment de la chaîne de traitement d'une transaction. Et finalement, si on n'avait pas fait l'effort d'aller parler à Santander en Espagne ou à Nexi en Italie, on ne l'aurait jamais su. On n'aurait jamais trouvé. Donc on fait cet effort pour donner ce niveau de transparence à nos clients. Alors, c'est ça maintenant notre métier. Notre métier, c'est ça, plus s'assurer qu'ils touchent leur argent. Ouais, j'ai répondu avec une boutade, mais en fait, le taux d'acceptation que l'on a au bout de chaîne fait partie du tunnel de conversion. Donc c'est monitoré au même titre que la partie panier, etc. etc. Peut-être une dernière question, si vous avez. Non ? Bon, merci. Ah, une petite dernière. Est-ce que le Brexit a changé quelque chose sur l'activité Oui, bien sûr. Alors, deux choses. D'abord, le prix, puisque du coup, la Grande-Bretagne se trouve de facto en dehors de l'Europe et donc ne bénéficie plus des interchanges 0,2 pour le débit, 0,3 pour le crédit, mais est passé sur des niveaux d'interchange inter. Donc ça a été multiplié par 4-5. Donc là, il y a un impact direct. Et l'autre domaine qui est plus instable, mais quand on dit instable dans ce domaine-là, donc ça provoque forcément des problèmes, c'est qu'est-ce que font les émetteurs de cartes en Europe par rapport à un commerçant anglais ou qui va demander une transaction frictionless. Comment ça va se passer ? On a eu différents cas de figure. On a vu différents cas de figure d'émetteurs qui disaient c'est en dehors de l'Europe, du coup on fait rien. Et puis on a eu les cas de figure où ça se durcit très durement. La vis est vissée au maximum. On a eu les deux cas de figure. Donc c'est le prix et la performance qui sont impactés. Voilà. C'est un gros marché, en effet. Pour nous, c'est un gros marché. C'est 50% de notre chiffre d'affaires, oui, donc c'est pas nul. Donc en fait, ça résume assez bien en fait de votre question ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu plein d'évolutions en dehors de la pandémie, mais l'environnement réglementaire, technique a changé. Quand vous couplez ça avec une complexité d'un développement international, voilà, c'est un sujet qui ne sont pas faciles à appréhender. Ça fait partie de la performance finale économique, et donc c'est un élément qui est, en tant que commerçant, un élément qui est extrêmement, une brique qui est extrêmement importante. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.